Alors, le programme 144, habile transition, parce que finalement, j'aurais presque pu répondre à la question de M. Blanchet, mais je vais quand même prendre le fil du rapport, puisque c'est l'objet du programme 144 de s'assurer de l'innovation, et particulièrement des PME. D'ailleurs, je vais vous en parler. Tout de suite, sur le programme 144, donc je vais vous donner quelques chiffres habituels de où est-ce qu'on en est et comment les choses progressent, d'ailleurs de manière très positive. Et je ferai un focus particulier donc, sur l'AID, dont on a parlé juste avant, donc l'Agence d'innovation de défense, qui effectivement est créée depuis 12 mois, et un focus aussi sur la recherche en matière biomédicale et cognitive, parce que c'est un domaine qui, certes, pèse peu dans le budget 144, mais par contre qui est très intéressant en matière d'évolution. Donc le budget donc environnement de la prospective de politique de défense, donc programme 144, a une ambition essentielle que vous devinez très bien, qui est celle de préparer l'avenir, soutenir l'effort indispensable d'innovation et irriguer toute notre base industrielle de PME, mais également de grands groupes, on en a parlé juste avant, pour s'assurer en fait que nous proposons les défis à la hauteur de ce que nos armées attendent, donc du sang neuf, mais également des technologies nouvelles, qui doivent bien entendu faciliter le travail de nos troupes. Alors le programme 144, le budget du programme 144 augmente de 5% en crédit de paiement et de 8% en autorisation d'engagement cette année. Et donc il va passer de 1,5 à 1,7 milliard d'euros. Vous avez en tête probablement les jalons que nous avions mis dans la loi de programmation militaire avec un objectif de passer pour les études amont, qui est la partie qui pèse le plus dans le programme 144, de passer à un objectif d'1 milliard d'euros en 2022. Et donc cet objectif va être largement tenu, ce qui est une excellente nouvelle compte tenu des défis que nos armées ont à relever. Alors cette préparation de l'avenir est un concept qui est assez large, puisque le programme 144 embrasse des domaines aussi différents que le renseignement, les études technologiques, les sciences humaines et cognitives, nous allons y revenir, les instituts de recherche, les écoles et également la contribution de la France à son implantation à Djibouti, qui est estimée à 26,44 millions pour 2020 et donc qui est stable d'une année sur l'autre. Donc des domaines très variés, mais avec une vraie continuité. Les équilibres traditionnels de ce budget donc, sont respectés pour 2020, à savoir que le renseignement est toujours une priorité, avec des crédits qui vont augmenter de 14% en autorisation d'engagement et 2% en crédit de paiement, ce qui va les porter respectivement à 399 et 364 millions d'euros. Donc la DGSE poursuit sa politique de rationalisation immobilière et de recrutement. C'est un élément important. Vous vous souvenez que dans la LPM, il y a un volume très important de recrutement en matière de renseignement. Les crédits de la direction du renseignement et de la sécurité de défense, eux, vont faire un bond de plus 49%. Donc un bond exceptionnel, qui est lié à la dotation d'une nouvelle base de souveraineté, donc qui va nous permettre de développer nos capacités d'aide à la décision avec un nouveau logiciel donc pour le traitement des habilitations, qui est un élément essentiel si on veut tracer qui utilise quoi dans notre environnement de défense. Pour ce qui est de l'analyse stratégique et des études qui sont pilotées par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, donc la DGRIS, qui a un budget donc doté de 10 millions d'euros, nous avons une augmentation de 6% de ce budget qui est essentiel, puisque la DGRIS s'est donné comme objectif de contribuer à long terme à la création d'une filière académique d'études stratégiques donc dans le domaine de la défense, qui nous fait cruellement défaut actuellement, enfin plutôt qu'il y avait été laissé peut-être un peu de côté compte tenu des éléments des précédentes LPM qui étaient moins généreux. Alors si je fais un focus sur les études amont, donc qui encore une fois dans les 1,5 milliard pèsent le plus, puisque les crédits des études amont représentent 821 millions d'euros de paiement pour 2020. Ils étaient à 758 en 2019 et les autorisations d'engagement vont atteindre le milliard d'euros. Donc bien sûr, dans ces études amont, on retrouve 3 grands poids lourds, toujours les mêmes, la dissuasion, l'aéronautique et les missiles. Alors moi j'ai relevé, rapidement parce que ça ne vous a pas échappé que j'ai repris ce rapport ces dernières semaines, une inquiétude certaine au niveau de l'armée de terre, puisque les études amont qui concernent l'armée de terre ne concernent que 5%
des crédits des études amont. Or, et c'était très présent dans le FED il y a quelques semaines, les opérations de nos militaires de l'armée de terre donc, se numérisent énormément. Donc les soldats vont faire face à des nouveaux défis cognitifs, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez avoir aujourd'hui à disposition du soldat une masse d'informations tellement importante que probablement des sujets de qu'est-ce que je prends comme information, qu'est-ce que je traite en priorité vont se poser. Et donc là, il y a des études qui manquent dans ce domaine-là. Et je pense que 5% pour l'armée de terre est un peu faible par rapport aux enjeux qu'il rencontre. Autre difficulté, et c'est là où je pouvais répondre à la question de M. Blanchet, a été très très largement soulignée dans les auditions, la difficulté des PME et des ETI donc d'accéder directement au marché des études amont. Donc c'est un sujet dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, parce que vous savez que dans le cadre du groupe d'études des industries de la défense, je vous avais fait état donc, des recommandations que nous avons faites, et c'est des éléments qui revenaient très régulièrement. Donc difficulté d'accéder directement aux études amont. Hein. Les 830 millions aujourd'hui sont largement trustés par les grands industriels qui, bien sûr, animent un écosystème de PME. Hein. Je pense que les PME ne sont pas non plus toutes seules. Le cas des PME duales ou de la société civile, du secteur civil, qui pourraient développer des nouveaux produits qui intéresseraient l'armée, ont des difficultés à accéder à ces études amont. Donc on voit très clairement, et c'était d'ailleurs une des conclusions que nous avions fait avec le groupe d'études, c'est qu'il y a un besoin d'action pédagogique de très grande envergure dans les régions, sur nos territoires, pour s'assurer qu'on est en capacité de sensibiliser le tissu industriel à l'ensemble à la fois des besoins de nos armées, parce qu'il faut partir bien évidemment du besoin des armées et pas innover et inventer uniquement pour la beauté du geste technologique. Donc mieux connaître le besoin de nos armées et plus largement quelles sont les possibilités de financement qui existent, hein, et on va y venir, pour le secteur des PME. On a aussi une difficulté, qu'on avait souligné aussi dans le cadre du groupe d'études, avec le secteur bancaire. Vous savez qu'il est particulièrement frileux pour financer le secteur de la défense. Et quand vous êtes une PME dans un territoire, en général, vous travaillez avec votre banque locale et ça devient de plus en plus compliqué, non seulement de financer l'innovation, mais également de pouvoir rapatrier des fonds de l'étranger dans le cadre des ventes titulaires d'une licence d'exportation, par exemple. J'avais souligné aussi au moment du rapport que nous avons fait pour le groupe d'études que les augmentations de financement du futur Fonds européen de défense, hein, donc qui va être porté à plus de 13 milliards d'euros, vont complexifier la donne et vont rendre en tout cas l'accès et la compréhension pour nos PME et nos ETI encore plus complexes et en tout cas perçus comme opaques de leur part. Donc on voit qu'il y a là un enjeu encore une fois de communication et de pédagogie très très fort. Je sais, encore une fois pour avoir fait plusieurs auditions ces 15 derniers jours, que le ministère des Armées a bien entendu en tête l'ensemble de ces éléments et que la réorganisation en profondeur de la DGA, par exemple, est aussi là pour préparer cette transformation. Alors, focus sur l'Agence d'innovation de défense, on en a parlé dans l'intervention précédente. Donc, depuis 12 mois, donc l'ensemble du budget, du programme 144 sont désormais hébergés dans l'Agence d'innovation de défense. Hein, donc toutes les études amont ont été transférées dans le cadre de cette agence d'innovation. Donc je le rappelle, qui dépend de la DGA, hein, qui est une direction de la DGA. Elle gère les dispositifs existants que vous connaissez très bien, hein, puisqu'ils ne sont pas nouveaux, ils ont fait leurs preuves ces dernières années. Donc Astrid, quand on est très amont en matière de R&D, Astrid maturation quand on est dans une deuxième phase, et le processus rapide qui concerne beaucoup de nos PME. Je vous souligne la mise en place opérationnelle donc, du fonds DEFINVEST également, hein, qui est maintenant géré aussi par l'AID. DEFINVEST, souvenez-vous, c'est la capacité à investir à hauteur de 50 millions d'euros, avec 10 millions par an. Donc la première année est passée, donc la deuxième année, donc le deuxième versement de 10 millions va avoir lieu. C'est un dispositif qui est géré par BPI France. Nous avons actuellement 6 entreprises qui ont bénéficié de cet investissement. Hein, donc on est après la R&D, hein, plutôt quand on va passer dans une phase de production. Je pense que la capacité des 50 millions est essentielle, mais elle n'est pas à la hauteur, en tout cas, des besoins que nous aurons. Donc, il y aura probablement des réflexions à avoir dans les prochaines années sur l'augmentation de ces 50 millions. Un élément qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie cohérence d'accompagnement, puisque dans les entreprises les 6 entreprises
qui ont bénéficié de l'investissement de Definvest, vous en avez plus de la moitié qui viennent déjà des dispositifs Astrid Rapide. Donc il y a vraiment une cohérence d'accompagnement dans la croissance des startups ou des PME de ces acteurs. Alors évidemment, on l'a entendu aussi bien des états-majors d'armée, mais que des organisations professionnelles. Les attentes vis-à-vis de l'agence d'innovation, donc qui a 12 mois d'existence maintenant, je le rappelle, sont très très fortes, puisqu'on a centralisé tout au même endroit, donc le niveau d'attente est à peu près du même niveau. Il conviendra d'observer avec attention comment se déroule donc l'interaction de cette agence avec l'ensemble de l'écosystème, en particulier je pense aux innovations ouvertes, puisque la mission de l'agence c'est aussi de faire émerger tout cet écosystème de start-up et d'innovation pour la défense, et puis de mesurer in fine combien de ces innovations ouvertes irrigueront jusqu'à nos armées, puisque encore une fois l'objectif de l'innovation c'est bien d'apporter des solutions pour nos armées. À l'intérieur de l'agence d'innovation, vous avez l'Innovation Defense Lab, Innovation Defense Lab, je ne sais pas pourquoi je le prononce avec un accent anglais, c'est pas utile, c'est en français, Innovation Defense Lab, qui est un lieu qui commence vraiment à trouver sa place, donc qui est un peu en dehors de la DGA, que je vous invite si vous avez l'occasion. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire une commission défense décentralisée dans l'Innovation Lab. C'est un endroit extrêmement intéressant pour se rendre compte en fait comment on anime l'écosystème. C'est un lieu très, très moderne et qui a clairement trouvé, je trouve, sa place et qui est vraiment en train d'assurer au sens vraiment marketing, visibilité, la visibilité de la DGA dans l'écosystème des startups et auprès des PME. Vous noterez d'ailleurs, alors c'est pas directement lié, mais pour montrer en fait la volonté que l'état-major soit bien à l'origine en tout cas des demandes des innovations, le plateau qui a été inauguré la semaine dernière, donc conjoint à la DGA et l'état-major à Ballard, qui montre la volonté vraiment de travailler main dans la main entre l'état-major et la DGA pour trouver des innovations pour nos forces. Voilà pour l'agence. Deuxième focus donc sur les instituts de recherche. Alors je vous parle des instituts de recherche dont vous avez probablement déjà entendu, dont on a déjà entendu parler les autres années, en particulier l'ONERA et l'Institut franco-allemand Saint-Louis, avec un focus rapide sur l'ONERA. Donc le budget de l'ONERA, donc c'est un institut de recherche propre au ministère qui intervient dans le domaine de l'aérospatial. Donc un budget de l'ONERA qui est fixé à 105,7 millions d'euros. Soit 1 million de plus qu'en 2019, donc c'est une progression. On avait beaucoup parlé les années précédentes de la soufflerie de Modane, qui a dû être complètement rénovée compte tenu d'un certain nombre d'effondrements, donc tout ça est réglé aujourd'hui. Moi, je vous avouerai que je suis assez inquiet de la situation de l'ONERA, je le dis assez franchement. C'est un institut, en fait, quand on regarde l'évolution et la visibilité du secteur aérospatial actuellement, donc il porte des compétences absolument critiques. Or, il y a aujourd'hui un volume de départ à la retraite très conséquent à l'ONERA et un autre phénomène qui est couplé à ces départs à la retraite, qui pour le coup est beaucoup plus inquiétant, qui est le nombre de démissions de personnes recrutées depuis moins de 3 ans, qui s'élève à quasiment 30 personnes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai sujet de positionnement de l'ONERA. Et donc je recommande, et c'est probablement quelque chose que je regarderai d'un peu plus près dans le rapport de l'année prochaine, donc je préconise clairement qu'on revoie le contrat d'objectifs et de performance de cet office. Il y a des problèmes de salaire, c'était aussi, de rémunération, qui est aussi présent pour l'Institut franco-allemand Saint-Louis, puisqu'on voit que les rémunérations, là pour le coup, des chercheurs allemands sont plus élevées que les chercheurs français. Dans le cadre de l'ONERA, on parle de 300 € de différence, donc en moins pour l'ONERA versus les salaires que pratique la DGA. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre très très fort, ce qui encore une fois pose question pour l'ONERA. Un détour rapide par les écoles d'ingénieurs. Donc dans le programme 144, il y a les écoles qui sont hébergées, donc qui sont sous la tutelle du ministère des Armées. Un focus sur la création donc, de l'Institut Polytechnique de Paris, donc qui va regrouper sur le plateau de Saclay l'école polytechnique, l'école nationale supérieure des techniques avancées, l'école nationale de la statistique, Télécom Paris Sud, donc qui se sont regroupés, qui vont bénéficier donc d'un budget de 2,4 millions d'euros en provenance du ministère de la Défense, et également un budget de 1,6 million d'euros en provenance du ministère de l'économie. J'aurais aussi là une attention particulière sur la création de cet institut, donc qui s'est désolidarisé, mais je dis ça avec beaucoup d'amitié de l'écosystème académique du plateau de Saclay, puisqu'ils se sont mis à part de la création du nouveau pôle universitaire qui fusionne 3 universités sur le plateau. Donc je pense que c'est important d'aller regarder comment l'Institut garde quand même des relations fortes avec le tissu académique
du plateau de Saclay, puisque c'était une des raisons aussi de créer un OIN sur ce plateau. Alors, dernier focus donc, sur la recherche médicale dans le domaine des armées. Alors, dans les 1,7 milliard de budget, donc c'est 3 millions d'euros, hein, la recherche biomédicale. C'est un élément qui est assez surprenant. Moi, j'avoue que j'ai abordé le sujet un peu en me disant mais pourquoi il y a de la recherche spécifique dans le domaine des armées et pourquoi il n'y aurait pas uniquement de la recherche civile dans ce domaine-là. Et quand on visite l'IRBA et qu'on discute avec les chercheurs dans ce domaine-là, on se rend compte que, évidemment, il y a un besoin très spécifique. Je vous donne quelques exemples. Donc, la recherche biomédicale de défense se concentre bien sûr sur la prévention et le maintien de la santé de nos militaires avec des sujets qu'on rencontre évidemment assez peu dans la vie civile, par exemple l'exposition aux accélérations des pilotes d'avion, ça ne vous aura pas échappé, l'immersion pendant de très longues durées dans des eaux froides ou très chaudes pour les nageurs de combat, l'utilisation de systèmes d'armes complexes avec une surcharge informationnelle et environnementale et dans un environnement qui est hostile, l'exposition à des climats extrêmes, hein, quand on pense à nos troupes au Mali, et par exemple il y a énormément d'études sur le sommeil puisque on sait que nos armées peuvent avoir des cycles de sommeil parfaitement irréguliers. Il y a également l'exposition aux risques liés aux armes non conventionnelles, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais on se rend compte que du coup l'IRBA, en l'occurrence l'Institut de recherche pour citer que lui, a l'opportunité de travailler sur des domaines qui ne sont pas du tout abordés dans la recherche civile. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de combiner la multi-exposition de nos forces à l'ensemble de ces facteurs. Là où la recherche civile souvent fait de manière un peu silotée la recherche. Cette recherche biomédicale contribue également à la résilience nationale, notamment dans le domaine NRBC que je citais juste avant, pour lequel le service de santé des armées est le seul à avoir l'autorisation de fabriquer certains médicaments dans sa pharmacie centrale. Et puis, je voulais souligner aussi que, alors malheureusement ces dernières années, mais l'IRBA en fait a été sollicité compte tenu de son expertise sur les blessés de guerre au moment des attentats, puisque quand on a été en situation d'attentat et que la France a été attaquée, il a fallu réagir avec des polytraumatisés. Et là, en l'occurrence, nos services de santé des armées sont des professionnels du sujet. Je passe sur les éléments d'analyse cognitive, parce que c'est un élément que je traiterai, je pense, dans un prochain rapport. Encore une fois, la surcharge informationnelle que le numérique procure à nos combattants nécessite de travailler très en amont comment nous allons faire pour traiter, enfin comment ils vont faire pour traiter ces informations qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Alors en plus j'ai cité l'IRBA, mais il y a bien entendu un écosystème, et je termine, autour de l'IRBA, que sont les 8 hôpitaux d'instruction des armées, le centre de transfusion sanguine des armées, bien évidemment, hein, qui a inventé le plasma lyophilisé. Donc il y a une vraie richesse au service de la santé de nos soldats. Il faut savoir que les chercheurs de l'IRBA et des centres médicaux vont évidemment sur le terrain et font des échanges avec les services médicaux en OPEX, donc ils peuvent tester en fait leurs expérimentations. Et bien entendu, en conclusion, cette recherche s'effectue en collaboration avec de nombreuses entités civiles. Et donc, bien évidemment, que cette recherche a pleinement sa place dans le budget 144, pour lequel je vous demande, chers avis, de donner un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez juste doublé votre temps de parole, qui était fort intéressant. En fait. Fort intéressant, mais du coup, il va falloir être beaucoup plus discipliné pour les questions. Il y en a 3 pour le moment. Donc, tout de suite, la première des questions, Fabien Lenné, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. La DGRIS assure la contribution de la France au titre de la présence des forces armées stationnées notamment à Djibouti, dont vous avez rappelé le budget de 26 millions. Et face à nous, à savoir que les Chinois, qui sont une puissance stratégie rivale et émergente, sont là depuis 1 an. Donc le sujet est sensible. Ça, c'est pour illustrer, mais dans d'autres endroits du monde. Donc dans le financement plus général de notre présence à l'étranger, dans les instances internationales également, pensez-vous que les moyens budgétaires ventilés soient satisfaisants pour assurer notre présence à l'étranger et surtout l'influence de la France? Merci, monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues. Monsieur Fabien Goutefard.
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, je pense, que la semaine dernière avait lieu à l'école militaire un colloque sur le soldat augmenté et la réflexion sur l'éthique. Donc, vu que vous l'avez évoqué, effectivement, avec ce soldat augmenté, nous touchons non pas seulement à la place de l'homme dans son environnement, mais nous manipulons la nature même de l'homme. Et même si le mieux côtoie le moins bon, je pense qu'il n'est jamais utile et souhaitable de refuser les révolutions technologiques. En ce sens, j'ai appris qu'il existait le Battlefield Super Soldier Suite, qui est un costume qui donne la possibilité d'administrer des médicaments aux soldats. Donc, c'est un prototype. Et cela permet de pouvoir donner donc, des médicaments directement aux soldats. Et cela donne un avantage militaire, bien évidemment, augmente la vigilance, diminue le stress, etc. Est-ce que la DGRIS ou d'autres, voilà, l'innovation de défense travaille sur ces sujets? Merci. Monsieur Jean-Charles Larsonneur. Merci. 2 questions courtes sur la ventilation des PEA d'abord. 50 millions pour le naval l'année prochaine, 50 millions pour le terrestre. Vous avez mentionné une inquiétude sur le terrestre. J'en ai une sur le naval. Est-ce que 50 millions, c'est assez pour financer notamment les études pour un futur porte-avions? Deuxième question, sur les compensations industrielles, notamment pour nos PME à l'étranger. C'est un sujet qu'on a abordé brièvement auparavant. J'aimerais avoir votre avis plus détaillé. Le GIFAS a publié un guide des offsets sur la question. Nous savons que les PME demandent régulièrement plus de transparence, un accès au grid offset, une transparence sur les coefficients multiplicateurs. Elles demandent aussi souvent un médiateur qui pourrait peut-être les soutenir dans leur abord des marchés extérieurs. Quelles sont vos préconisations dans ce domaine? Merci. Merci. Monsieur Joachim Sonneforger. Merci Madame la Présidente. J'étais intéressé par la dernière partie des propos du rapporteur, de par le fait que ce sont des travaux que j'ai fait moi-même scientifiquement et qui m'intéressent toujours aujourd'hui. Je trouve juste cette recherche-là, je trouve juste regrettable qu'elle ne soit pas transposée plus directement dans les applications industrielles. Ça aurait évité de faire de la charge cognitive et physique, je dirais presque aux limites du raisonnable, notamment dans les cas des premiers systèmes félins. Ça aurait pu éviter des matériels militaires inutilisables, parce que toute charge cognitive en situation de stress non nécessaire va poser des grands soucis. Donc comment on pourrait travailler pour que cette recherche quasiment fondamentale, quand même elle est dans le domaine militaire, soit directement contrainte dans l'élaboration de nouveaux matériels pour plus d'ergonomie comportementale, cognitive? Je vous remercie. Merci. Enfin, donc, je vais prendre la dernière question. Monsieur Loïc Kerfran. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je voulais saluer et souligner la continuité de l'effort porté sur le renseignement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus 14% en autorisation d'engagement. Je crois qu'on a là la clé à la fois de la souveraineté et de la sécurité de la France. Et revenir sur la DRSD, vous avez fait état d'une progression importante du budget, avec la question des habilitations et avant les événements de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, se joue quelque chose de fondamental dans la détection des vulnérabilités de nos personnels. Donc est-ce que vous avez pu vous assurer que les moyens de la DRSD sont en cohérence avec leurs missions qui sont croissantes, parce que les recrutements sont croissants et parce que le besoin de protection de nos personnels est croissant? Merci. Excellente question. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Parce que vous avez 7 minutes. Mangé tout mon temps. Sur la DGRIS, la représentation internationale, moi je pense qu'avec l'augmentation du budget, effectivement, on peut dire qu'on a... donc la DGRIS s'est largement réorganisée ces dernières années. Donc je pense qu'on a aujourd'hui une implantation au niveau de nos bases à l'international qui sont, enfin dans les ambassades, etc., qui sont suffisantes. Mais j'insiste en fait sur l'augmentation du budget, c'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté de continuer à avoir ces éléments d'influence stratégique sur l'international. Donc moi, ça m'a semblé, en tout cas, des auditions être sur le bon chemin et qu'il n'y avait pas d'inquiétude, en tout cas particulière, sur le sujet.
Sur l'histoire de l'éthique, donc vous faisiez référence donc à ce colloque qu'il y a eu à l'école militaire. Effectivement, je tiens à rappeler rapidement que la ministre a souhaité créer un conseil d'éthique dédié en fait aux armées, parce que effectivement l'ensemble des nouvelles armes qu'on peut mettre en place, l'ensemble des nouvelles technologies, et je pense en particulier à l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, qui est une autre de mes marottes actuellement, fait qu'on doit se poser la question de l'éthique et comment à la fois nos soldats se trouvent en situation d'utiliser ce type de nouvelles technologies, mais également quel est leur impact sur la population. Donc le conseil d'éthique doit être créé, et c'est à cet endroit-là, et moi je tiens à souligner cette décision de la ministre, parce que c'est exactement le chemin qu'il faut prendre. D'ailleurs, de manière générale, au-delà du cas de la défense, des décisions seront probablement prises sur des conseils d'éthique aussi pour l'intelligence artificielle de manière générale au niveau France, donc on pourra s'intégrer dans cette réflexion. Mais il faut être extrêmement vigilant. Sur les PEA, je propose de ne pas faire la bataille de qui a eu plus ou qui aura moins. En tout cas, voilà, c'est sur une analyse statistique rapide. On a des grands consommateurs habituels. Il apparaît que le terrestre, en tout cas par rapport aux enjeux que j'ai pu mesurer, pouvait se trouver en retrait. Donc il faudra y être vigilant. Sur les offsets, vous avez entièrement raison. Donc c'était la 3e recommandation du groupe d'études d'industrie de défense d'y faire attention. Une des clés qui ont été, enfin une des pistes qui a été proposée en fait pour améliorer la visibilité et la transparence, c'est justement ce que vous mentionnez. Donc c'est de faire appel au médiateur des entreprises, donc qui est logé à Bercy. Et donc vous savez que donc les contacts entre la DGA et le médiateur des entreprises de Bercy ont été pris, et qu'il est question de trouver dans les différents services, donc ministère de l'Armée et de la DGA, des personnels qui sont plus à même de comprendre le marché de défense pour devenir eux-mêmes médiateurs et solutionner les questions qui se posent. Donc c'est plutôt en très bonne voie, peut-être pas aussi rapide que ce qu'on aimerait, mais en tout cas je sais que les réunions ont lieu entre la DGA et le médiateur des entreprises, donc on a l'occasion de le suivre dans le cadre du groupe d'études, et on pourra le suivre dans le cadre de ce budget. La charge cognitive, très bon point. Alors moi, ce que je vois d'extrêmement positif, vous soulignez le cas de Félin, c'est que désormais, en fait, ces études sont incluses dans les demandes de l'état-major, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on a fait un saut gigantesque quand on voit ce que fait l'IRBA aujourd'hui. C'est décliné en fait dans le plan d'études stratégiques d'innovation de l'état-major, d'analyser la charge cognitive avant de prendre une décision sur une arme, sur un équipement, etc. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et ils ont honnêtement, il y a un labo dédié à la recherche cognitive à l'IRBA. Je vous invite à y faire un tour, c'est vraiment passionnant. Renseignement, c'est la dernière question. Sur notre souveraineté, vous avez raison, c'est vraiment aussi pour ça qu'il y a cette progression exceptionnelle de 49% du budget pour cette direction. Il s'agit d'avoir une base de données améliorées, qui n'existe pas forcément aujourd'hui, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces habilitations qui sont effectivement en croissance très très forte. Mais une fois installée la nouvelle base, on pourra répondre de manière satisfaisante à la demande. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Vous avez répondu de manière concise et en fait, vous avez rattrapé votre retard. Je pense que nous avons eu un excellent exposé aussi de votre rapport.